Bonjour, nous allons aborder pour cette nouvelle émission le thème du bien vieillir avec deux invités que je vous présenterai dans un instant, mais d'abord un constat. Selon les derniers chiffres de l'INSEE datant de janvier dernier, la croissance de la population française est au ralenti. Le nombre de naissances a atteint un point bas historique, tandis que le nombre de décès reste élevé depuis 2020. En 2022, 723 000 bébés sont nés en France, soit 19 000 de moins qu'en 2021. Toujours en 2022, la population a augmenté de 0,3%, comme en 2020 et en 2021, alors qu'elle a augmenté de 0,4% par an de 2014 à 2019. Moins de naissances, plus de décès. Comme tous les pays occidentaux et même à présent la Chine et le Japon, la France connaît un phénomène de vieillissement de sa population depuis des décennies. Quels sont donc les enjeux de société, de formation, de financement, d'équipements publics ou privés pour affronter ce que certains experts appellent la transition démographique? Nous allons avec nos invités apporter des réponses à ces questions et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Serge Guérin, sociologue expert des questions relatives au vieillissement, et Cécile Vineau, responsable marketing offre et services chez AG2R La Mondiale. Madame, monsieur, merci, bonjour et bienvenue avec nous. Je vais m'adresser d'abord aux sociologues. Plus de personnes âgées, moins de naissances, une espérance de vie qui s'allonge. Elle était de 46 ans en 1900, elle est en 2022 de 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Serge Guérin, est-ce la seule traduction du vieillissement de la population? Non, bien sûr, il y a énormément de traductions, mais c'est vrai que d'abord, c'est cela. C'est d'un côté beaucoup plus de gens âgés qu'auparavant, de l'autre côté, beaucoup moins de jeunes, et entre les deux, le fait que nous vivons collectivement beaucoup plus longtemps. Ce qui est une triple révolution d'une certaine manière. On a été habitué plutôt à des moments où on produisait, entre guillemets, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, où on vivait pas très longtemps et où il y avait finalement assez peu de gens âgés. Il faudrait s'entendre sur à quel âge on est âgé, ce qui est encore un autre sujet. Mais en tout cas, si par exemple, vous évoquiez 1900. 1900, l'espérance de vie à 46 ans, et vous voyez, en à peine plus d'un siècle, on a quasiment doublé notre espérance de vie. C'est quelque chose quand même qui n'a jamais été connu dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est quand même un élément très très fort, même si aujourd'hui, cette espérance de vie a tendance à plutôt stagner et progresse beaucoup moins, et même dans certains pays, je pense par exemple aux États-Unis, où l'espérance de vie est en train de diminuer. Donc cette question, on avait l'impression presque que ça allait être normal, c'est pas si normal que ça, puis peut-être qu'on arrive tout simplement à un palier. Deuxième élément, très longtemps en effet, il y avait beaucoup d'enfants, dont parfois l'espérance de vie justement était assez faible. Aujourd'hui, on vit très longtemps, mais en revanche, il y a moins de naissances. Ce qui fait que notre destin démographique est d'une certaine manière un destin démographique fixe en grande partie notre destin tout court, c'est le vieillissement. L'avenir, ce n'est pas les jeunes, c'est les vieux. Et donc évidemment, il faut aussi inverser ou réfléchir à cet élément-là, parce que souvent on pense que l'avenir, c'est les jeunes. En termes démographiques et pas seulement, une grande partie de l'avenir, il est plutôt sur les plus âgés. Donc, espérance de vie qui stagne, de plus en plus de gens âgés. En 1900, en 1950, 1900, il y avait à peu près 35% de moins de 20 ans. Et il y avait moins de 20% de plus de 60 ans. Aujourd'hui, depuis 2015, ça s'est inversé. Il y a plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Et d'ici à 2030, en France, pour la première fois, il y aura plus de 65 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près 21% de plus de 65 ans. Il y aura, d'ici à 2030, plus de 65 ans que de moins de 20 ans. Donc vraiment une transformation extrêmement forte de la situation. Mais derrière ce vieillissement, c'est toutes les autres problématiques que ça pose, tout ce que ça entraîne en termes sociaux, en termes de protection sociale, en termes économiques, en termes de consommation. Alors, il y a plein d'éléments. Par exemple, on pourrait d'une certaine manière, c'est PE pour prévention, donc tous les enjeux autour de la prévention. L'enjeu, c'est que nous puissions vivre le plus longtemps possible en bonne santé. C'est l'enjeu absolument majeur. Plus on vit en bonne santé, plus à titre personnel, évidemment, c'est mieux, mais aussi pour la collectivité, si on est plus en bonne santé, ça coûte moins cher à la collectivité, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment la question classique de la santé. Il y a toutes les questions autour de l'adaptation. L'adaptation, c'est le logement. On en parle beaucoup. Par exemple, le gouvernement va lancer toute une opération autour de MaPrimeAdapt'. Donc là, il y a tout un élément de comment j'adapte mon logement pour tout simplement réduire les chutes, pouvoir y vivre mieux, ainsi de suite. C'est adapter la ville, là où je vis,
pour que je puisse peut-être avoir un logement qui est bien adapté, mais que je puisse aussi sortir de chez moi. Je n'ai pas peur de sortir de chez moi, que je ne risque pas de tomber en sortant de chez moi, que tout simplement en marchant, je puisse trouver des toilettes pas trop loin, et ainsi de suite, qu'il y ait des commerces pas trop loin. Donc c'est toute l'adaptation de la société, finalement, pas seulement en fonction des plus âgés, mais en prenant en compte la question des plus âgés. Je tiens d'ailleurs à dire que quand on prend en compte les plus âgés, finalement, en grande partie, on prend en compte les autres. Si par exemple, il y a très longtemps, vous saviez, il y avait des marches pour prendre un bus ou autre. Aujourd'hui, ce sont des plateformes. Parce qu'un certain nombre de gens se sont dit, mais les gens âgés, ça va être un peu compliqué de prendre des marches, et ainsi de suite. Mais quand on supprime les marches pour des plateformes, ça intéresse tout le monde du handicap, ça intéresse évidemment tous les gens âgés, mais ça intéresse aussi plein d'autres gens pour qui finalement c'était un peu compliqué. Je sais pas, j'avais un landau, des choses comme ça. Donc finalement, vous améliorez la qualité de vie de tout le monde, souvent en prenant en compte les plus âgés. Donc c'est cette histoire d'adaptation. C'est aussi cette question des métiers, de l'activité. C'est-à-dire que comment je fais pour financer tout ça? Comment je fais pour qu'il y ait suffisamment de gens qui travaillent dans le secteur? Le monde de l'accompagnement des plus âgés a un énorme problème. Alors vous me direz, ce n'est pas le seul endroit en France où on manque de bras, de cœur et de tête, d'une certaine manière, mais en tout cas là on en manque beaucoup. On parle des déserts médicaux, mais on pourrait parler globalement des déserts des services à la personne. On estime qu'une personne sur 5 ne trouve pas suffisamment de personnes pour l'accompagner à son domicile. Donc là on a une autre problématique extrêmement forte. Et puis il y a tout simplement la consommation au sens large. Selon le Crédoc, 54% de la consommation globale en France, ce sont les plus de 50 ans. Alors c'est pour eux, mais c'est pour d'autres. Par exemple, un tiers des jouets sont achetés par des retraités. Ce n'est pas seulement pour jouer eux-mêmes, ils les offrent aussi, par exemple, à leurs petits-enfants. Donc on voit aussi toute cette intergénération, on pourrait dire, dans la consommation. Donc là aussi, c'est comment je comprends que je dois aussi répondre aux usages, aux besoins, aux nouvelles attentes des plus âgés. Et quand je dis les plus âgés, ça peut commencer assez tôt. Et puis derrière tout ça, on a un peu d'actualité autour de cela. C'est la question des retraites. C'est la question de l'activité, c'est la question de comment favoriser le maintien en emploi de gens qui ont pris de l'âge. Et derrière tout ça, c'est comment on favorise l'activité pour favoriser aussi des revenus, des recettes qui permettent aussi de financer tout cela. Le bien vieillir, c'est aussi de la prévention en amont. Il faut préparer les gens à bien vieillir, c'est-à-dire faire du sport, s'entretenir, bien se nourrir. C'est toute cette politique-là qu'il faut déjà mettre bien avant d'atteindre l'âge d'une personne âgée, puisqu'on disait tout à l'heure, à quel âge on est vieux alors en fait? Vous avez parfaitement raison. Le bien vieillir, c'est les 3 P. Prévention, prévention, prévention. Alors, c'est prévention à tous les âges de la vie. Du début de la vie, du premier jour de la vie, on pourrait même dire de la gestation jusqu'au dernier jour de la vie. Ça d'ailleurs qui est passionnant, c'est que vous pouvez même à 80 ans être rentré dans des logiques de prévention, faire plus d'activité physique, être plus attentif à votre alimentation, peut-être aller chercher du côté des médecines complémentaires adaptées, que sais-je encore. Et vous serez peut-être en meilleure forme à 82 ans, si tout dépend évidemment des situations. Et en tout cas, on voit bien que cette question de la prévention qui est très peu présente en France, c'est 2% des budgets de santé. Il faudrait faire x10 pour sans doute améliorer la situation. Du premier jour de la vie, encore une fois, au dernier jour de la vie. C'est une question de prévention en santé globale, c'est une question de prévention en qualité de vie, c'est une question de prévention, mais aussi en termes de santé mentale, en termes cognitifs. Plus je suis en interaction avec les autres, plus je suis en lien social, plus j'ai une vision aussi positive de la vie, mieux ça ira d'une certaine manière. Plus je me sens dans l'envie d'être avec les autres, plus j'ai de la curiosité, plus j'ai envie de découvrir les choses, plus je suis en contact avec des gens qui sont différents de moi, plus j'ai des chances, ça ne marche pas à tous les coups bien sûr, mais plus j'ai des chances d'aller bien et d'aller bien longtemps. Donc là vraiment, la prévention, elle est majeure. C'est une prévention à titre personnel, c'est-à-dire comment moi je fais, c'est pour être mieux, faire plus attention à mon alimentation, faire plus d'activité physique, être moins sédentaire. Et ça, on sait bien que ça commence très très tôt. Jamais les jeunes ont été autant sédentaires. Jamais les jeunes ont passé autant de temps, je dirais, le cul dans leur chaise. Voilà. Donc il faut démarrer très très tôt. Mais en même temps, c'est une question de prévention en termes de diplôme. Par exemple, si on veut pouvoir travailler plus longtemps, il faut aussi se remettre en question plus souvent, être accompagné par les entreprises pour mieux se former. Par exemple, c'est un autre élément. La prévention, c'est évidemment tout l'environnement dans lequel je suis, qu'il y ait des transports en commun adaptés, donc je peux me déplacer plus facilement, qu'il y ait des commerces pas loin, je puisse aussi tout simplement aller chercher ce dont j'ai besoin. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très large. Mais l'élément majeur, premier, central,
c'est cette question de prévention. Alors, d'ici 2030, on l'a dit tout à l'heure, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Et en 2026, on assistera à l'explosion des plus de 80 ans. Quelle lecture peut-on donner à ce vieillissement? Est-ce une situation que l'on doit considérer comme négative? Alors, quand on parle d'explosion des plus de 80 ans, je rassure tout le monde, ce n'est pas le jour en 2026 où tous les plus de 80 ans vont exploser. Mais c'est simplement 2026, c'est le moment où les premières générations du baby-boom, donc celles qui sont nées à partir de 1946, où il y a eu pendant 25 ans une croissance très forte des naissances, vont arriver à des âges avancés au-delà de 80 ans. Et donc pendant une trentaine d'années, la croissance première de la population, ça va être les plus de 80 ans. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'on a mangé notre pain blanc ou notre pain gris du vieillissement. C'est-à-dire que les gens qui arrivent autour de la soixantaine et tout ça, globalement aujourd'hui, et c'est une chance extraordinaire, vous avez 60 ans aujourd'hui, vous ressemblez plus à quelqu'un qui avait 45 ans en 1950 qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a rajeuni collectivement. Vous regardez dans la rue, vous avez du mal d'ailleurs à donner l'âge à quelqu'un. Vous voyez une personne, vous dites, vous ne savez pas trop, et elle vous dit, j'ai 70 ans. Et vous dites, vous ne les faites pas. C'est-à-dire qu'on a rajeuni collectivement. Mais à un moment donné, on est un peu rattrapé par la patrouille, et au-delà de 80 ans, on a plus de risques. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais on a plus de risques d'être en difficulté, d'avoir de la perte d'autonomie, d'avoir besoin d'accompagnement. Et donc, 2026, c'est demain. Et donc, comment on va pouvoir mieux accompagner les gens les plus âgés? Donc, ça peut faire peur d'un côté, mais c'est se dire aussi que cette transformation incroyable, unique, que l'on n'a jamais connue dans l'histoire de l'humanité, de ce grand vieillissement, a aussi plein de côtés très très positifs. Le premier, il est à titre personnel. C'est tout simplement, vous avez 50 ans aujourd'hui, pouvez vous dire, j'ai devant moi 40 ans, presque une moitié de vie. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, vous aviez 50 ans aujourd'hui, en 1900, vous aviez 50 ans aujourd'hui, d'une certaine manière, vous étiez presque déjà, vous auriez dû déjà presque disparaître. En tout cas, vous étiez plus très très loin. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc c'est quand même génial de ce point de vue-là. Et puis, pour la société, c'est aussi de se dire, on a des gens, alors je vais dire un gros mot, on a des gens qui ont de l'expérience, on a des gens qui ont de l'expertise, on a des gens qui pourraient transmettre quelque chose à des plus jeunes. Et là, il y a la question de la prévention. Mais l'autre élément, c'est être capable de valoriser cette transmission et de valoriser l'expérience. Malheureusement, dans nos pays, dans notre culture, on a tendance à mettre l'expérience de côté et à plutôt valoriser, je ne sais pas moi, la rapidité, la vitesse, la capacité à comprendre les technologies, que sais-je encore. Or, on a aussi besoin de gens qui transmettent d'autres choses. On ne construit pas l'avenir en oubliant le passé. Et puis, d'une certaine manière, cette prise de conscience du vieillissement peut peut-être nous permettre de penser la double transition. Transition écologique, transition démographique. Ce n'est pas du tout deux éléments côte à côte, voire deux éléments qui s'ignorent, et malheureusement c'est trop souvent ça, c'est deux éléments qui ont partie à voir ensemble. Ne serait-ce que parce que les gens les plus âgés sont souvent aussi des gens qui sont les plus fragiles face par exemple au réchauffement climatique. Mais c'est aussi parce que quand on réfléchit à adapter les logements, et on a raison par rapport aux problèmes climatiques, on peut aussi en même temps les adapter par rapport au risque de chute et ainsi de suite. Donc on peut penser les deux éléments en même temps. Et puis penser là aussi avec l'expérience. C'est-à-dire, mais ces gens qui ont 80 ans, qui ont connu les saisons plus classiques qu'aujourd'hui, ils peuvent aussi apprendre des choses aux plus jeunes. Comment on fait un jardin, comment on cultive le potager, et ainsi de suite. Donc il y a aussi des transmissions à inventer autour de cet élément-là. Donc on peut en faire quelque chose de très positif. Et puis je rappelle que sans les retraités, sans les seniors, y compris des seniors âgés, le tissu associatif ne tient pas en France. Le gros du tissu associatif s'appuie énormément sur des bénévoles et pour une grande partie, des bénévoles retraités. Cécile Vigneault, vous êtes, je le rappelle, la responsable marketing chez AG2R La Mondiale. Comment un assureur comme AG2R La Mondiale peut-il proposer des solutions pour faire face à tous ces défis qu'on vient d'entendre et cette transition justement démographique ? Alors, les acteurs de protection sociale, et notamment les assureurs, ont un rôle à jouer dans ces grands défis de société, que ce soit la santé, la retraite ou le bien vieillir. Nous, chez AG2R La Mondiale, on a la chance que ça soit dans notre ADN, le bien vieillir. AG2R, je le rappelle, historiquement, c'est une caisse de retraite. Et petite histoire, on a créé la première assurance perte d'autonomie en 1984 pour répondre à un besoin qui émane de nos clients, de nos assurés, pour justement couvrir le risque de perte financière en cas de perte d'autonomie. Donc vraiment, on a un rôle à jouer en tant qu'acteur de la protection sociale et on a un rôle, je dirais, multifacette à jouer. Un rôle, je rejoins Serge qui parlait de prévention, mais un rôle sur, en tout cas, l'information et la sensibilisation, puisque c'est un risque qui n'est plus un risque anodin, c'est un risque beaucoup plus fréquent, le bien vieillir, enfin le vieillir plus longtemps en bonne santé et en moins bonne santé.
Donc il faut sensibiliser sur le fait que on va vivre plus longtemps, sensibiliser vis-à-vis aussi de se financer cette retraite, tout simplement. Donc on a des outils comme Ma retraite en liberté qui permet de préparer son passage à la retraite. Mais on a aussi des outils avec notre action sociale sur les stages de préparation à la retraite pour justement envisager ce passage à la retraite et cette nouvelle étape de vie de façon positive. Et puis, c'est aussi préparer les aléas de la vie autour du bien vieillir qui sont peut-être moins joyeux, qui sont une perte d'autonomie. Comme le disait Serge, on n'est pas tous égaux et si on se prépare bien, on vit plus longtemps en meilleure santé. Mais la perte d'autonomie, si on vit longtemps et on voit le nombre de centenaires qui explose en France, donc c'est plutôt, je rejoins Serge, une bonne nouvelle. On est passé de quelques milliers à, en prévisionnel sur 2070, près de 300 000 centenaires. Donc on voit bien qu'il va falloir aussi les accompagner. Donc c'est aussi non seulement sensibiliser, informer, c'est prévenir évidemment en tant qu'assureur le risque financier, donc préparer sa retraite pour financer ses projets, pour financer plus tard sa perte d'autonomie, ne pas laisser cette charge à ses proches. Et puis Serge a parlé de quelque chose de très important sur l'habitat. L'habitat, c'est vraiment socle dans le bien vieillir. On a les Français qui souhaitent vivre à domicile. Rester chez soi, c'est des fois possible et en fonction de la perte d'autonomie, ce n'est plus possible, donc il faut passer dans des établissements spécialisés. Mais il y a aussi d'autres solutions qui se dégagent autour de l'habitat et notamment AG2R La Mondiale travaille avec sa filiale Domitis sur des résidences-services seniors. On peut vivre dans une résidence-service avec de la conciergerie, une piscine qui fait vraiment plaisir aux petits-enfants quand ils viennent en vacances et puis tout un tissu d'associations qui viennent et de services à la personne qui viennent dans ces résidences seniors. Donc on vit plus longtemps aussi quand on est bien entouré et c'est une des solutions qui se dégagent. Alors justement, l'enjeu dans les années à venir sera d'adapter les capacités des structures de prise en charge de la perte d'autonomie. On sait par exemple que la première cause des entrées aux urgences chez les seniors, ce sont les chutes. Il faut donc aborder le coût du vieillissement. Est-ce qu'on peut le définir ? Oui, alors on peut le définir, bien sûr c'est des dizaines de milliards au niveau de la France, mais si on le prend pour une personne au niveau mensuel, alors c'est autour de 2300, 2700 euros par mois, cette perte d'autonomie, le coût de cette perte d'autonomie. Mais attention parce que c'est vraiment très variable, ça dépend de la pathologie, du degré de perte d'autonomie, du lieu de résidence. En région parisienne, les coûts sont beaucoup plus élevés qu'en province. Et puis ça dépend des solutions d'accompagnement qu'on veut mettre en place, que ce soit au niveau du soin, etc., des différentes structures. Donc le coût peut être très variable, notamment, alors pas forcément en fonction de l'âge, mais plutôt en fonction du degré de perte d'autonomie. Donc il faut prendre ça en compte. Il y a un facteur qu'on oublie, c'est que la perte d'autonomie, ça dure un temps assez long quand même. En moyenne, nous, on constate 4 ans de perte d'autonomie en général. Pour les maladies neurodégénératives, c'est 8 ans de perte d'autonomie. Donc non seulement ça a un coût, mais ça a un coût aussi dans le temps. Donc ça, il faut le prévoir. Alors vous disiez, les besoins ne sont peut-être pas les mêmes selon le temps et selon l'âge. Quels sont les frais et les charges à prendre en considération en priorité ? Alors, il y a 3 grands secteurs de frais. Le premier, on va revenir dessus, c'est l'habitat et donc l'hébergement. Il faut adapter son logement, que ce soit la douche, l'escalier, les serrures et que sais-je encore dans le maintien à domicile. Donc tout ça, ça a un coût. Ça a un coût aussi si on veut aller en établissement spécialisé, médicalisé. Et puis, donc, il y a l'hébergement qui est vraiment le principal centre de coût. Il y a les soins aussi autour de la personne, bien sûr, infirmière, kiné, etc. Et puis après, il y a le coût de la dépendance en elle-même, c'est-à-dire tout ce qui est surveillance ou même psychologie autour de la personne. Donc ça, c'est les 3 grands centres de coût. Serge Vigneault, croyez-vous à une vraie prise en charge de l'autonomie ? Quel est votre avis sur la 5e branche de la sécurité sociale, par exemple ? Alors, justement, est-ce qu'on reste dans la croyance ou est-ce qu'on on essaie d'être dans le rationnel ? Cette histoire de 5e branche, dont le principe a été voté en 2020, était demandée, c'était une problématique qui est là très très présente. Le premier grand rapport sur les enjeux du vieillissement, c'est Pierre Laroque, c'est 1962, où déjà c'était évoqué. Pierre Laroque avait été un des inventeurs techniques de la sécurité sociale et se dit quelques années après, on a oublié les plus âgés. Ce qui était normal, en 1944-45, il y en avait finalement assez peu. Quand on généralise la retraite,
on l'a mis à 65 ans, et il y avait 3 millions de personnes à la retraite. Et l'espérance de vie était 67 ans et demi. Vous voyez, donc, donc c'était finalement assez peu de monde. Et puis, à un moment donné, ça allait s'accroître, et puis s'accroître de plus en plus. Donc on voit bien qu'il y a une problématique économique derrière, mais c'est une problématique à la fois qui touche le collectif. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Et on le dit, je crois, pas suffisamment. Qu'est-ce que l'on choisit de soutenir collectivement? On a plein d'éléments à prendre en compte, et chacun, mais c'est des questions politiques au sens le plus noble du terme. Voilà, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Et puis derrière, il y a sans doute à se dire, est-ce que tout peut être pris par le collectif? Est-ce qu'il y a une partie qui doit être prise autrement, par des assurances individuelles, par d'autres démarches? Et simplement, ce que je regrette, c'est que finalement ces questions-là sont mal abordées ou peu abordées ou pas présentées sur la table. Pas présentées à un moment donné en disant, voilà, quelqu'un qui dit, voilà, moi, mon choix, c'est celui-là. Ce que je vous propose, c'est cette voie-là. Et finalement, on manque de cette discussion-là. Alors même qu'on sait bien que plus il y a des personnes nombreuses qui seront concernées par cette perte d'autonomie, par ce besoin d'accompagnement. Alors quand on dit perte d'autonomie, accompagnement, on voit bien sûr la charge, et on a raison, il y a un coût. Mais il y a aussi des leviers formidables d'innovation humaine, d'innovation sociale, d'innovation technologique. Et donc il y a aussi plein de choses. Ça pousse aussi. On a souvent la vision comme quoi un pays de vieux, c'est un pays qui n'aurait pas d'idées. Mais pas du tout. Un pays de vieux, c'est un pays qui a d'autres idées. Et comme la question du vieillissement, elle va être partout dans le monde, il y avait une excellente lettre mensuelle du Cercle de l'Épargne qui a été proposée ce mois-ci par Philippe Crevel, et qui, entre autres, nous rappelle combien il y a de pays où le taux de fécondité est en diminution. Le pays le plus marquant, c'est la Corée du Sud. On était dans les années 50 à 7 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 0,8. C'est toujours compliqué d'avoir 0,8 enfants. Or, c'est des gens comme moi qui n'ont pas de cheveux et tout ça. Mais globalement, voilà. Mais c'est en moyenne. Mais simplement, c'est une diminution très forte. Donc, comment on fait quand il y a une diminution très forte pour en même temps trouver des solutions? Et donc, un pays comme la France, s'il était capable de proposer des solutions innovantes, intéresserait le monde entier. Et finalement, ça serait un élément de développement économique. Donc, il y a une prise en soin à faire, mais en se disant, c'est pas seulement quelque chose de coûteux et négatif, c'est aussi quelque chose de formidable pour innover, pour inventer et pour trouver des solutions qui sont intéressantes pour tout le monde, quel que soit l'âge. Est-ce que finalement, la gestion du vieillissement n'est-elle qu'une question de protection sociale? Non, elle est bien sûr en grande partie liée à la protection sociale, mais je dirais qu'elle est une question de société. J'aime bien le terme de seniorisation de la société, de comprendre que quel que soit notre âge, nous sommes concernés. Finalement, c'est une question intergénérationnelle. À 10 ans, je suis concerné, ne serait-ce que parce que mes grands-parents commencent à vieillir, par exemple, et que demain, peut-être que je vais choisir ce type de métier, ou je vais travailler à G2R La Mondiale, ou finalement une partie de mon activité. C'est bien justement de prendre en compte cette question-là. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui devrait, à la même manière que nous sommes tous dans le même bateau concernant la transition écologique, nous sommes tous dans le même bateau concernant la transition démographique. Cécile Vigneault, quelles sont les aides auxquelles les personnes âgées peuvent prétendre? Alors, il y a plusieurs types d'aides, mais je rebondis sur ce que vient de dire Serge. On va tous être concernés par la perte d'autonomie, soit la nôtre, soit celle d'un proche. Ça, c'est très clair. Le dernier chiffre de l'INSEE, c'est qu'en 2050, 4 millions de personnes seront touchées par la perte d'autonomie en France. 4 millions de personnes, on ne peut pas les ignorer, donc il faut s'en occuper. Et comme Serge, je pense qu'il faut qu'on revalorise le fait de s'occuper de nos aînés. Dans une société qui cherche du sens, je trouve que ça a beaucoup de sens de s'occuper de nos aînés. Sur les aides, il y a beaucoup d'aides. La principale aide, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, donc qui est fonction de votre GIR, donc de votre niveau de perte d'autonomie. Donc c'est une allocation qui va de 746 € en GIR 4 à presque 2000 € en GIR 1. Donc là, vous êtes le moins autonome. Surtout sur les aides, donc il y a plusieurs types d'aides. Celle-là, c'est l'APA, comme on l'appelle. C'est la plus connue. Il y avait tout un programme autour de la 5e branche pour justement harmoniser, rendre plus accessibles ces aides. On voit qu'il y a encore du travail à faire. Maintenant, nous, ce qu'on a voulu faire chez AG2R La Mondiale, c'est développer des dispositifs pour faciliter l'accès à ces aides, la compréhension à ces aides. Je vais souligner juste 3 dispositifs qu'on soutient ou qu'on a mis en place. Donc, le premier, c'est de travailler avec Claro, avec un K, qui recense 1500 aides et qui a été créée en 2020, cette plateforme qui recense ces 1500 aides. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'un constat simple.
en France, un Français sur 3 ne bénéficie pas, ne perçoit pas les aides auxquelles il a le droit. Donc vraiment, ça c'est un dispositif qu'on promeut aussi sur notre site internet parce qu'on trouve que c'est important. On parle beaucoup de la fraude, mais il y a aussi tout un pan où il y a des gens qui ont le droit à percevoir des aides et qui ne le savent pas ou qui ne savent pas comment y accéder. Donc on veut favoriser cet accès. On a un service aux côtés des aidants qui est gratuit pour les entreprises parce qu'il y a aussi des personnes dont on parle de plus en plus, mais ce sont les salariés aidants, enfin ce sont les aidants et notamment les salariés aidants. Ils sont dans cette génération pivot, ils s'occupent des enfants qui passent par Parcoursup pour s'occuper ensuite de leurs parents. Sauf que on a choisi d'être parents, mais on subit la perte d'autonomie de ses parents, donc on n'est pas préparé à cette perte d'autonomie. Et donc notre service aux côtés des aidants, qui est gratuit pour les salariés aidants, c'est l'accès à un care manager qui va co-construire avec la personne aidante un plan d'action personnalisé. Donc ça va bien sûr reprendre pour votre question tout ce qui est financement, toutes les aides auxquelles la personne a le droit en tant qu'aidant, que l'aidé a le droit aussi. Puis après, il y a toute la partie logistique, puis il y a aussi souvent un côté psychologique et d'accompagnement pour mettre en place ce plan d'action personnalisé. Et puis, je finirai sur un troisième dispositif qui existe dans le groupe depuis plusieurs années, qui est un site internet qui s'appelle Aidons les Nôtres, qui est une plateforme avec des experts. Je pense que Serge, vous intervenez régulièrement sur cette plateforme Aidons les Nôtres. Donc, il y a des experts indépendants et puis surtout, il y a des aidants. Et on recense un certain nombre d'articles, dont beaucoup d'articles aussi sur les aides, pour savoir comment accéder à ces aides quand on aide un proche en perte d'autonomie. Merci Serge Garin, merci Cécile Vigneault pour toutes ces informations. Et si on n'a pas tout noté en regardant cette émission, on peut la revoir sur notre site internet amphithéâtre.com pour reprendre un petit peu toutes les informations que vous venez donner. Merci à tous et à bientôt.